Bonjour et bienvenue dans cette session « Comment construire sa carrière à impact ». Je suis ravie de vous accompagner pour l'heure qui arrive. Je suis Claire Pétraud, créatrice des Pépites Vertes, le média qui met en lumière des jeunes professionnels engagés pour la transition écologique pour montrer aux jeunes talents qui se posent la question que oui, c'est possible. C'est possible d'allier ses valeurs et ses ambitions pour la planète avec de vrais parcours professionnels. Pour en discuter aujourd'hui, nous aurons la chance de recevoir des étudiants, des employeurs, des acteurs de l'écosystème qui s'engagent pour donner plus de lisibilité à une jeunesse qui voudrait faire passer son activisme à un niveau supérieur, à un niveau professionnel. Ils étaient effectivement 30 000 à signer le manifeste étudiant pour un réveil écologique et ils sont chaque année de plus en plus nombreux à regarder le critère d'impact et d'utilité dans leur premier job et dans leur choix de carrière. Pour commencer cette discussion, je vous propose d'accueillir tout de suite Alice Pégorier et Germain Lossy de Pour un réveil écologique. Bonjour à tous les deux. Bonjour Alice, bonjour Germain. Bonjour Claire. Alice, pour commencer, donc, vous êtes en Master 2 à Dauphine, vous étudiez la finance, bienvenue. Germain, vous êtes étudiant en école d'ingénieur en deuxième année et vous étudiez en parallèle l'économie appliquée à Dauphine, bienvenue à tous les deux. Et vous représentez donc Pour un réveil écologique. Alice, je voudrais commencer avec vous et vous demander, Pour un réveil écologique, qu'est-ce que c'est et surtout, pourquoi ça s'est lancé ? Alors, Pour un réveil écologique, c'est né d'une dissonance cognitive à laquelle étaient face plusieurs étudiants. En fait, c'était celle de constater et de prendre conscience de l'urgence écologique à laquelle on fait face aujourd'hui, qui est pointée par plusieurs scientifiques, dont les rapports par exemple du GIEC depuis des années, et finalement d'avoir des carrières professionnelles qui ne répondaient pas à cet enjeu-là. Suite à ça, ça a été l'explosion. 32 000 étudiants de 400 établissements d'enseignement supérieur signent un manifeste étudiant pour un réveil écologique. Et donc c'était afficher la volonté vraiment d'aligner ses aspirations personnelles, sa carrière professionnelle. Et ça a aussi ouvert un espace de dialogue avec des entreprises, notamment du CAC 40, mais aussi des écoles, des universités et le gouvernement. Et le manifeste s'est structuré ensuite en un collectif, donc le collectif pour un réveil écologique. Aujourd'hui, on a pour vocation de donner, créer des outils concrets et des actions concrètes pour répondre à un objectif, celui de changer le système économique auquel on ne croit plus. Et la force de Pour un réveil écologique, c'est d'appuyer sur le levier recrutement, le levier marque employeur. Ça, c'est des leviers très forts pour les entreprises et on l'a assez vite compris et donc on s'en est saisi pour appuyer ça. Merci beaucoup Alice. Germain, pour suppléer Alice sur le sujet de l'organisation de ce collectif, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les différents pôles qui existent ? Alors, en interne, le collectif est organisé de la même façon que les raisons pour lesquelles il est né. C'est-à-dire, on va retrouver deux principaux pôles. D'un côté, on va avoir le pôle enseignement et de l'autre, le pôle employeur. Alors, en fait, le pôle enseignement a, lui, pour objectif d'aider les étudiants qui le souhaitent à intégrer au mieux les enjeux écologiques dans la formation, donc mobiliser les universités et les grandes écoles. Et dans un second temps, on va avoir le pôle employeur. Donc, le pôle employeur, il va aider les étudiants à voir clair dans la stratégie des entreprises, à les aiguiller dans leurs choix professionnels. Donc pour ça, on va mettre en place un certain nombre d'actions. Donc notamment pour le pôle enseignement, on a publié dernièrement notre grand baromètre. Donc en fait, c'est une cartographie des établissements d'enseignement supérieur qui ont répondu à un questionnaire. Et de ce rapport, il y a un chiffre particulièrement alarmant qui ressort, à savoir qu'aujourd'hui, parmi les universités et grandes écoles nous ayant répondu, on a seulement 15% des établissements qui déclarent vouloir former l'ensemble de leurs étudiants aux enjeux écologiques. Donc ce chiffre-là, il est quand même assez parlant et il est assez alarmant quand on voit l'immensité du problème. Et côté employeur, donc tout a débuté avec la mise en place d'un guide anti-greenwashing qui permet en fait de voir le niveau d'engagement des employeurs avant de candidater auprès d'un employeur ou d'une entreprise. Et donc pour ceux qui le souhaitent aussi, on donne des clés pour pouvoir clair dans la façon de challenger l'employeur. Et parallèlement à ça, on va apporter aussi des plaidoyers auprès des décideurs économiques, politiques et académiques. Merci beaucoup. Quand on a préparé ensemble cette discussion, vous m'avez dit que votre objectif, c'était de pouvoir accompagner sur des métiers écologiquement utiles. Alice, qu'est-ce que c'est qu'un métier écologiquement utile ?
C'est très compliqué de répondre à cette question, mais en y réfléchissant, je pense qu'il y a une première chose, c'est de savoir pourquoi on va choisir telle ou telle entreprise. Peu importe son choix, je pense qu'il faut être assez convaincu de voilà, qu'est-ce qu'on peut y faire, quelle est la marge de manœuvre qu'on peut avoir. L'idéal, c'est bien sûr de choisir une entreprise qui est ambitieuse, une entreprise qui, par exemple, va avoir des stratégies qui vont être alignées avec les scénarios de l'Agence internationale de l'énergie. C'est un exemple. C'est aussi une entreprise qui va avoir une comptabilité, qui va intégrer les dégradations environnementales causées par son activité directement dans sa comptabilité. Donc c'est une dette, c'est un coût et ça change beaucoup de choses. C'est aussi pas se limiter à aller en vélo au boulot, c'est super et je pense que ça fait prendre l'air en tout cas quand on y va, mais c'est vraiment l'intégrer 100% dans son métier, de transformer et surtout d'avoir cette utilité mais qui n'est pas toujours facile à définir. Donc il faut aussi avoir sa propre définition, je pense, de ce qu'on juge utile ou non. Et la troisième chose, c'est de savoir qu'on n'est pas forcément seul. Aujourd'hui, il y a des collectifs de salariés engagés en interne au sein des entreprises. Ça a été l'objet d'une mise en réseau qu'a fait Pour un réveil écologique et ça a soudé une association qui s'appelle Les Collectifs. Et donc c'est plein de collectifs engagés qui transforment et challengent leur top management sur ces sujets. Et on voit que ça fonctionne bien parce que c'est pas uniquement les éco-gestes, c'est aussi refuser parfois de travailler en tant que consultant par exemple pour telle ou telle entreprise voilà, transformer les stratégies de cette entreprise. Donc il y a vraiment plusieurs façons de définir ça et je pense que tant qu'on sait pourquoi on va dans cette entreprise ou dans cette institution ou dans cette école, parce qu'il y a plein de lieux de travail, c'est ça l'objet. Merci beaucoup. Germain, pour revenir sur ce chiffre que vous avez cité, 15% des écoles répondantes du Grand Baromètre qui disent vouloir s'engager à former les étudiants sur les sujets de la transition écologique. C'est pas suffisant, vous l'avez dit, mais pour vous, qu'est-ce que c'est qu'une école ou une formation qui délivre assez de connaissances et de compétences pour faire face à ce défi environnemental et climatique ? Tout d'abord, on parlait tout à l'heure des métiers écologiquement utiles avec ce que disait Alice. C'est vrai qu'il y a quand même la nécessité d'être formé pour être en mesure en fait, de répondre aux défis auxquels on fait face. Et en fait, on voit que le problème est immense et de ce fait, ces formations, elles ne doivent pas seulement être adressées aux experts ou aux professions intellectuelles supérieures. Donc je pense que le premier enjeu, c'est vraiment de former tout le monde. Et ça, on l'oublie beaucoup. Après, être formé, c'est d'abord être informé des grands enjeux. Donc il y a un premier point qui va être celui de pouvoir se saisir pleinement des dérèglements et des problèmes physico-chimiques qui vont être à l'œuvre. Donc on pense au dérèglement climatique, à l'effondrement de la biodiversité. Donc ça, concrètement, c'est avoir des ordres de grandeur bien précis en tête et être en mesure d'avoir un regard critique par rapport à ce qui peut nous être proposé. Après, il y a un second temps, c'est voir le lien entre ces dérèglements et les activités humaines. Et quand je parle d'activités humaines, je fais référence à l'aéronautique, à la publicité ou encore à l'agriculture. Et donc là, on voit vraiment la nécessité de mettre en place des méthodes scientifiques sur toutes les questions d'enseignement. Ça nous arrive de rencontrer des grands patrons et qui nous demandent en fait d'être critiques vis-à-vis des rapports du GIEC. Donc là, on voit vraiment la nécessité de mettre en place pour tout le monde des méthodes scientifiques claires et précises. Et enfin, le troisième point, c'est de pouvoir proposer des solutions éclairées. Et ça, c'est vraiment très important. Quand on prend un cursus, par exemple, comme les écoles de commerce, on voit la nécessité de mettre en place des formations autour de la finance responsable qui ne soient pas déconnectées du réel, ou encore des cours critiques vis-à-vis des indicateurs économiques usuels. Je pense notamment au PIB. Et donc, en fait, on voit que c'est un problème très important. Donc, l'enjeu qu'il y a derrière, c'est quand même de pouvoir dégager un certain nombre de créneaux horaires pour que tout le monde, ou en tout cas le plus grand nombre, puisse se saisir des grandes dynamiques à l'œuvre. Et si je peux compléter justement là-dessus, on a travaillé avec le C3D justement sur ça, créer un MOOC qui soit accessible aux salariés, mais aussi aux étudiants en ligne. Donc c'est très facile parce que parfois la quantité d'informations qu'il y a, c'est très vertigineux, on ne sait pas comment s'y retrouver. Et donc cet outil, il concentre toutes ces informations et donc c'est vraiment plus facile en tout cas pour avoir accès à cette information. Est-ce que pour rester sur ce sujet, vous pouvez donner un exemple de nom de cours qui concrètement, selon vous, délivrent de l'information sur ces sujets-là ? Tous les cours, par exemple, la biodiversité, c'est un sujet dont on entend beaucoup parler depuis peu. C'est quelque chose auquel moi, par exemple, j'ai pas eu accès au cours de mes études. On ne m'a jamais parlé de biodiversité et pourtant, je suis en train de sortir de ma formation. Donc ça, c'est quelque chose qui va être intégré à ce MOOC. D'accord, merci beaucoup. Il y a aussi le sujet de choisir son école.
Voilà, je suis éventuellement lycéenne, lycéen, et je me dis effectivement, cette carrière de sens, je veux y arriver. Comment est-ce que je m'y forme? Plusieurs initiatives sont mises en œuvre, le MOOC en est une. Il y a aussi ce sujet de classement et aujourd'hui on parlait des indicateurs. Qu'est-ce que c'est que la meilleure école et qu'est-ce qu'on choisit pour dire quelle est la meilleure? Et de plus en plus, le sujet du classement et de la manière dont on note les écoles apparaît. D'après vous, un classement pour noter les écoles sur leur manière et leur aptitude à former les jeunes à ces sujets-là, qu'est-ce que ça pourrait apporter à une génération qui se pose aujourd'hui des questions? Alice, par exemple. C'est très délicat, honnêtement, comme question, parce que je reste vraiment intimement convaincue que le prestige d'une école, c'est quand même un choix numéro 1 aujourd'hui chez les étudiants. Ouais. Je pense aussi qu'un lycéen, quand il fait son choix, il n'est pas tout seul, il y a aussi ses parents derrière. Et ça, c'est quelque chose qui, pour le coup, je pense, peut orienter énormément le choix d'université ou d'école que fera un lycéen. En revanche, je pense qu'un classement, on va dire sur des critères plus verts, par exemple, si on simplifie la chose, ça pourrait apporter beaucoup d'influence pour que les écoles en fait se challengent entre elles et soient voilà, les plus à même de proposer des formations à ce sujet. C'est aussi quelque chose qui va apporter de la lisibilité et de la transparence. Je crois qu'effectivement ChangeNow travaille sur un classement avec les Échos et Deloitte. Ça va apporter effectivement cette transparence de critères, cette lisibilité, donc une information en plus. C'est un peu, on pourrait faire le parallèle avec le reporting pour les entreprises. C'est la même chose en fait. Plus le reporting va être strict, on va dire, et transparent, plus nos consommateurs vont savoir ce qu'ils consomment, ce qu'ils achètent, etc. Donc je pense que c'est un bon levier pour la transition. En revanche, je pense que le prestige reste quand même quelque chose d'assez fort chez les étudiants et que l'objectif, ce serait de ne plus avoir de classement du tout parce qu'on aimerait que toutes nos universités et toutes nos écoles forment à ces sujets et donc que ce ne soit pas quelque chose à faire. Merci beaucoup. Germain, j'aimerais revenir sur le sujet du dialogue que vous avez ouvert avec les entreprises et avec les recruteurs en tant qu'étudiants. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous discutez avec ces entreprises et quel format ou format de discussion vous avez pu créer ? Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes diplômés et d'étudiants qui souhaitent se tourner vers des entreprises ayant des activités écologiquement utiles et soutenables. Et donc, il faut vraiment savoir que ce mouvement, il est aucunement isolé, il s'agit bien d'une dynamique de fond. Et ce choix, aujourd'hui, il est massif, croissant et pragmatique. Et donc, de ce fait, on arrive effectivement à ouvrir le dialogue. Mais quand je parle d'activités écologiquement utiles, il ne faut vraiment pas s'y méprendre, hein. Il ne s'agit pas forcément de créer le dernier rasoir connecté dont l'empreinte carbone sera à peine amoindrie. Tout à l'heure, Alice évoquait des employés qui iraient travailler en vélo. Je pense par exemple, pour aller travailler en vélo, c'est pour fabriquer des SUV ou des centrales à charbon. Ça n'a pas forcément de sens. Donc, de ce fait, ce mouvement étant de plus en plus croissant et cette prise de conscience étant de plus en plus croissante, on arrive à ouvrir le dialogue avec les grands groupes et puis même tout type d'entreprise. Nous, au sein du collectif, on dialogue. On a mis en place un questionnaire courant octobre 2019, envoyé à différentes entreprises, principalement des grands groupes. 57 ont répondu, majoritairement dans le CAC 40. Et suite à ça, ça permet de produire des rapports d'analyse de façon sectorielle. Donc on a déjà traité le luxe, la grande distribution, l'automobile. Maintenant, on se tourne vers la finance en juin prochain. Et donc, en fait, quand on produit une analyse, on va dialoguer avec les institutionnels lors d'une table ronde où ils vont pouvoir se défendre et répondre un petit peu aussi de nos analyses. Et puis, suite à ça, on produit donc un rapport qui retrace un petit peu toute l'évolution des analyses faites. Merci beaucoup. Dans les émissions que je produis aux Pépites Vertes, je termine toujours mes émissions en demandant aux jeunes que j'interroge de revenir se parler à eux-mêmes sur les bancs du bac pour se donner un petit conseil, un petit coup de boost, un petit secret. Alice, si vous reveniez vous voir à 18 ans, qu'est-ce que vous vous conseilleriez ? Ça fait pas si longtemps déjà, donc c'est déjà bien. Je pense que j'ai un avantage là-dessus, effectivement. Mais je pense que je me conseillerais de plus aller sur YouTube. Okay. Je pense que YouTube, c'est un contenu assez extraordinaire. Il y a beaucoup de contenu qualitatif, scientifique aujourd'hui qui permettent de se renseigner, de s'informer sur cette urgence écologique auquel on fait face. C'est des contenus aussi qui ne sont pas uniquement anxiogènes. Donc je pense que c'est important de voir aussi cette partie-là quand on se forme. Et je pense que tout simplement, j'étais pas trop lectrice à ce moment-là, donc je me serais plus tournée vers des vidéos ou des podcasts. Donc je pense que je prendrais ça. Merci beaucoup. Germain, de votre côté ?
Je pense qu'effectivement, le plus important, c'est quand même cette prise de conscience qui est quand même importante. Et une fois qu'elle est faite, il ne faut vraiment pas prendre peur face à l'immensité du problème et surtout savoir faire face aux défis qui nous attendent. Donc vraiment être très attentif à ça et pouvoir toujours y répondre de par l'enseignement et tous les aspects qu'on a pu évoquer précédemment. Merci à tous les deux. C'était un plaisir de pouvoir entendre le témoignage d'étudiants qui sont non seulement conscients, je pense, mais aussi en action, puisque c'est le constat de notre génération. Nous sommes effectivement au courant et face à une immensité qui peut faire peur. Et une des actions, je pense, pour aller au-delà de cette peur, c'est de se réunir et de s'entourer, de se rendre compte que des acteurs, qui soient économiques, politiques ou citoyens, se mettent en action, de discuter, vous l'avez dit aussi, de créer du dialogue entre les générations, les entreprises et les étudiants, les recruteurs et les potentiels candidats. Je vous propose donc de continuer sur notre prochaine session et merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à tous les trois. Merci beaucoup. Merci pour Rita l'invitation. Camille, vous êtes éditrice aux EcoStart. Bienvenue. Merci. Bonjour Catherine Serre, vous êtes directrice du développement durable à Deloitte. Bienvenue à vous. Bonjour Santiago Lefebvre, vous êt CEO et fondateur de Change Now. Bienvenue. Bonjour. Je voudrais commencer tout simplement, Rita, à vous demander, avec votre casquette de média, cette jeunesse qu'on vient d'écouter, c'est votre audience en fait aux EcoStart. Vous l'analysez, vous discutez avec elle et vous créez du contenu pour cette audience. Comment est-ce que vous la définiriez, cette audience de mai 2021 ? Alors c'est une vaste question qu'on s'est beaucoup posée l'année dernière et qui a justifié un changement de position éditoriale, de promesse éditoriale. Parce que cette jeunesse, finalement, on l'analyse sur 3 niveaux, une grille de lecture à 3 niveaux. La première, l'individu, les communautés et la société. L'individu, parce qu'on réalise que ces jeunes-là ne négligent pas leur individualité, qu'ils y tiennent au contraire beaucoup, qu'ils s'appuient sur ce qui les rend uniques pour réussir, et qu'à minima, ils refusent de les mettre de côté et de les écraser. Les communautés, le pluriel est important parce que justement avec les réseaux sociaux, c'est facile de jongler entre plusieurs groupes, plusieurs centres d'intérêt. C'est aussi comme ça qu'ils s'engagent, c'est aussi comme ça qu'ils s'informent aussi beaucoup. On sait que 75% des jeunes qui ont répondu à une de nos dernières études disent s'informer pratiquement exclusivement sur les réseaux sociaux. Donc c'est important d'avoir ça en tête quand on s'adresse à eux et qu'on essaye d'analyser leur comportement. Et la société, parce que on ne serait pas là si on parlait pas d'une génération particulièrement engagée. Encore une fois, majoritairement sur les sujets d'écologie, qui sont à 78% les sujets qui les préoccupent le plus. Et voilà, ils sont proactifs et parfois un peu frustrés de l'inaction des générations qui sont arrivées avant, donc c'est toujours intéressant aussi. Et quand on prend tout ce mélange-là et qu'on le met dans le monde professionnel, ça fait une génération qui finalement refuse de voir la contradiction entre l'ambition professionnelle, le souhait de réussite et la volonté de transformer la société, d'avoir aussi, de trouver du sens dans son travail. Et donc c'est ça qui est vraiment intéressant pour nous et c'est ça qu'on essaie d'encourager. Merci beaucoup. Catherine Serre, vous avez plusieurs casquettes sur cette table ronde. Vous êtes à la fois consultante, vous accompagnez des clients, mais vous êtes aussi recruteuse. Quand vous entendez le témoignage des 2 étudiants d'avant, qu'est-ce que ça vous évoque ? Je pense que ça me donne simplement envie de me lever le matin, sincèrement. C'est cette énergie, ces convictions qu'on a envie de partager avec eux et surtout qu'on a envie d'utiliser pour transformer nos métiers, transformer nos offres chez Deloitte et transformer nos opérations. Donc quand je parle de transformer nos offres, c'est quoi ? C'est transformer par exemple les métiers de l'audit en intégrant des nouvelles mesures, ce qu'évoquait tout à l'heure Germain, avec des mesures de performance globale, sociale, environnementale. C'est réfléchir aussi à des questions de droit, à des questions de fiscalité, à des questions de transformation des modèles d'affaires des entreprises, définir des nouvelles feuilles de route, des feuilles de route carbone comme vous l'évoquiez. Donc voilà, c'est d'intégrer dans tous nos métiers cette notion essentielle de développement durable et après, dans nos opérations,
montrer aussi que c'est possible. Et grâce à eux, grâce à cette nouvelle génération que vous évoquiez, embarquer des nouvelles idées, des nouvelles façons de faire, former aussi, je rejoins totalement l'avis d'Alice tout à l'heure, c'est-à-dire que je pense qu'on a véritablement besoin de former, parce que les métiers de demain, ce sera des métiers qu'on ne connaît pas aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faudra mesurer les impacts sur la santé, sur la science bien évidemment, sur la façon dont on fera notre métier, et donc notre envie chez Deloitte, c'est véritablement de les accompagner. Merci beaucoup. Santiago, cette jeunesse, elle est dans la rue, elle se pose des questions au travail. Est-ce que vous la rencontrez à Change Now et où? On la rencontre, je dirais, on la rencontre pas mal déjà dans l'équipe. Parce qu'en soi, on est une équipe très jeune. Change Now, c'est une start-up. Je dirais la moyenne d'âge dans l'équipe, ça va être aux alentours de 27 ans, 27-28 grand max. Ouais. Donc voilà, il y a quand même cette jeunesse qui fait partie de l'ADN de Change Now. Et puis aussi, moi, dans le parcours aussi de Change Now, une fois j'étais au lancement de la COP 1 étudiante. C'était il y a 1 an et demi, je crois. Et j'avais posé la question en ouverture, qui ici, dans l'audience, a profondément peur de l'avenir? Et je ne m'attendais pas à ça, mais il y avait, je savais qu'il allait y avoir quelques mains levées, mais pas autant. Là, on s'est retrouvé à peut-être, je sais pas, 70% de mains levées. Et ça fait quelque chose quand on reçoit ça. Et je me dis, en fait, il faut clairement que Change Now agisse encore davantage sur ces aspects-là. Donc après, on a aussi Change Now My Job qui fait du recrutement, un salon de recrutement, et où on rencontre aussi pas mal on va dire les jeunes générations. Et puis après, on travaille de plus en plus avec les écoles, avec des séances d'onboarding et des workshops sur plusieurs mois parfois aussi. Merci beaucoup. On a eu un petit teaser d'Alice sur un nouveau format que vous lancez à Change Now. Vous avez décidé d'aller plus loin. Qu'est-ce qui sort prochainement avec nos panélistes aujourd'hui? Alors, oui, il y a quelque chose qui se prépare, qui est en cours en vrai, grâce justement au soutien des EcoStart et de Deloitte. En fait, l'idée, c'est de se dire aujourd'hui, si on veut changer les choses, clairement, il faut aussi passer par l'éducation. Il faut préparer au métier d'avenir. Mais aujourd'hui, quelle est la capacité vraiment à bien être informé sur les meilleurs choix d'études à faire pour faire une carrière dans l'impact? Ça, on n'a pas l'information. Par ailleurs, c'est une information, donc ça intéresse les étudiants de savoir ça. Ça intéresse également les entreprises. Et ça intéresse aussi les écoles, parce que les écoles sont déjà en marche pour essayer de le faire. Sauf qu'elles n'ont pas forcément toute la grille pour le faire. Donc, en mélangeant tout ça et en unissant un peu les forces de l'écosystème, on lance le premier classement des écoles et universités pour changer le monde. Waouh. Des frissons. Ouais. Rita, pourquoi est-ce que les EcoStart s'associent à ce genre de classement? Alors, on est ravis de s'associer à ce genre de classement et on le fait parce que c'est parfaitement en adéquation avec cette nouvelle promesse éditoriale dont je vous parlais tout à l'heure, qu'on a conçue et lancée l'an dernier. Notre ambition, c'est vraiment d'informer, d'accompagner, d'inspirer, mais de s'inspirer aussi de ceux qui font... de ceux pour qui l'entreprise, le monde professionnel est un levier. Et un levier pour s'épanouir, certes, mais pour transformer la société. Donc les fameux jeunes dont je parlais tout à l'heure. Et ça, pour moi, c'est vraiment un des objectifs de ce classement. On les accompagne en ce sens. Et les EcoStart, par ailleurs, a une espèce de boîte à outils qu'on met à disposition de nos lecteurs et de notre audience. C'est des rendez-vous éditoriaux avec des experts, c'est des décryptages, c'est des enquêtes, c'est des témoignages, beaucoup de témoignages. Et des outils un peu plus concrets. Le guide pour décrocher son premier job, dans lequel on parle de sens au travail. Qu'on distribue gratuitement parce que l'objet c'est vraiment de contribuer à cette société et à ses valeurs. Et justement ce classement c'est un nouvel outil qu'on est fier de mettre auquel on est fier de contribuer et qui, comme le disait Santiago, a plusieurs facettes. C'est-à-dire que nous, on est ravis de pouvoir offrir cet outil à notre audience, aux jeunes, pour les accompagner dans leurs réflexions, mais aussi aux institutions, aux écoles, pour les challenger un peu, mais de manière très positive et très bienveillante, et pour leur montrer ce qui est faisable et ce qui est fait ailleurs. Et puis nous, ça nous permet d'avoir le sentiment qu'on contribue à cette société d'une manière ou d'une autre et à ses valeurs. Merci beaucoup.
Catherine, en tant que responsable de l'audit des réponses des questionnaires, quel est votre rôle et comment est-ce que ça marche concrètement quand une école postule? Comment est-ce qu'on analyse ça? Bien sûr. On se positionne vraiment comme un tiers de confiance, en fait, sur ce classement. Ce qu'on fait au quotidien chez nos clients, dont on est commissaire aux comptes, par exemple, ou auditeur, c'est-à-dire qu'on revoit l'information, les engagements des entreprises d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue social et environnemental. Et on s'assure que ces engagements correspondent dans les faits à des actions concrètes. C'est ce que demandait tout à l'heure Alice et Germain et ce qui est essentiel. Donc c'est ce qu'on fait avec nos clients, c'est ce qu'on fait vis-à-vis de nous-mêmes et c'est ce qu'on souhaite apporter justement dans ce classement qui a été lancé par ChangeNow. Donc notre mission concrètement, quelle sera-t-elle? Ça va être de revoir avec beaucoup de rigueur et avec une méthodologie très claire les réponses apportées par les écoles sur les différents critères et à nouveau on va retrouver cette approche, les critères externes, c'est-à-dire ce qu'on attend d'un programme de formation pour préparer cette nouvelle génération au métier de demain, mais aussi en termes d'exemplarité pour une école, en termes de diversité, en termes effectivement également d'impact écologique. Donc voilà pour notre ambition et vraiment on est ravis chez Deloitte de pouvoir accompagner ChangeNow et cette initiative. Et c'est pas ce terme de classement est peut-être pas approprié, si je peux me permettre. Pour nous, c'est plus d'embarquer l'ensemble de l'écosystème, l'ensemble des acteurs, ce qu'on fait avec nos clients, ce qu'on fait avec nos collaborateurs, mais aussi d'embarquer l'ensemble des écoles pour avancer ensemble et trouver des solutions. Très clair, merci. Santiago, l'ambition sur un classement comme celui-ci, au niveau des écoles en tant que telles, quel est-il? Quelle est-elle? En fait, l'ambition, c'est déjà qu'il y a aussi beaucoup d'apprentissage entre les écoles, parce qu'en fait, ça va montrer quelles sont les bonnes pratiques, ça va surtout valoriser ce que certains font déjà, ça va en inspirer d'autres. Nous, dans les écoles avec lesquelles on parle, c'est vrai que c'est des questionnements qu'ils ont, ils veulent y aller à fond, et souvent ils se disent mais comment est-ce qu'on fait concrètement? Et je pense que voilà, les critères qu'on a définis, qui vont de la densité, de la formation sur ces questions de transition, la force du réseau d'alumni ou d'anciens élèves dans l'impact également, la diversité, l'exemplarité, l'excellence académique qui reste aussi vraiment importante finalement dans le classement, et la vie associative. Tout ça, voilà, ce sont globalement les 6 grandes familles de critères qu'on regarde. Pour chacun d'eux, on montre en fait de la perspective de voilà comment est-ce qu'on peut s'améliorer clairement sur ces questions-là. Donc il y a aussi cette volonté d'embarquer en finalement étant une sorte de roadmap ou de grille pour apprendre également à s'améliorer. Et comment est-ce que vous avez choisi et arrêté la liste de critères? Alors ça a été beaucoup de consultations, c'est-à-dire qu'on a regardé déjà, on a fait d'abord un vrai benchmark. J'essaie de trouver les mots les plus français parce que parfois une veille. Voilà, une veille sur quelles sont les grilles des autres classements, en se posant la question mais est-ce que ça répond vraiment bien aux enjeux qu'on a aujourd'hui? On a créé une première brique, un premier classement qu'on a fait tourner, qu'on a construit ensemble avec les EcoStart, avec Deloitte. Après, on a consulté également des étudiants directement en faisant un focus group. On est allé voir Point Réveil écologique, à qui on a demandé également conseil. Voilà, on a fait vraiment un peu le tour des acteurs engagés pour finalement atterrir à quelque chose qui soit cohérent, puissant et bienveillant et qui aille dans la bonne direction. Voilà. Merci beaucoup. Catherine, vous avez des juniors qui arrivent dans votre département. Quelle est leur marge de manœuvre quand on arrive en junior dans un cabinet de conseil? Et est-ce que ça peut pas être un peu frustrant d'avoir envie de changer le monde et d'arriver à un poste et de commencer en tant que junior? Mais c'est ça qui est exceptionnel aujourd'hui, je trouve, quand je parlais de cette énergie positive et de cette émulation, c'est qu'on est en train de transformer tous nos modèles. C'est-à-dire qu'on développe un certain nombre de programmes, notamment des programmes d'intrapreneuriat qui sont lancés. Et ce qui est absolument génial, je trouve, c'est que ça ne vient pas de nous associés, ça vient des collaborateurs. On a par exemple un binôme de collaborateurs dans notre équipe qui s'est interrogé sur son impact, sur son empreinte environnementale liée au déplacement. On était sur 2 profils d'auditeurs qui effectivement prenaient beaucoup l'avion. Et ils se sont posé la question en disant c'est pas possible, on peut faire autrement. Donc ils ont lancé un projet qui s'appelle Shift & Go. Ils ont fait en sorte que chacun, au sein de notre équipe et après plus largement au sein de Deloitte France et plus largement après au niveau européen, mesurait
leur empreinte environnementale liée au déplacement. Et aujourd'hui, ils sont en train de développer une offre pour nos clients, pour que nos clients se transforment aussi. Et je trouve que c'est aujourd'hui la meilleure façon de faire. On n'est plus dans cette logique très verticale, bien au contraire, pas du tout descendante, mais dans cette culture d'entrepreneuriat qui est très forte, et quelle que soit la taille de l'organisation, qu'on soit en mode start-up effectivement, ou qu'on soit aussi au sein d'un grand cabinet d'audit ou de conseil. D'accord, merci beaucoup. Rita, dans vos équipes éditoriales, ces sujets de la transition, ils sont de plus en plus abordés. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui est inhérent à vos journalistes ou ça se transforme au fur et à mesure que le média se transforme ? Je reviens souvent sur cette nouvelle promesse éditoriale, mais c'est vraiment quelque chose on s'est posé beaucoup de questions autour de ce projet-là, et ce projet, il est aussi né, cette réflexion autour de ce qu'on était, ce que le média était, c'est aussi posé justement parce qu'on remarquait que les journalistes partaient traiter des sujets qui n'étaient pas forcément dans la ligne éditoriale initiale, dans la promesse initiale du média. Et qu'en fait, ils étaient jeunes, ils étaient engagés, ils se posaient des questions et qu'ils allaient traiter, couvrir éditorialement des sujets qui parfois étaient un peu plus larges que ce qu'on faisait nous-mêmes, mais qui les passionnaient vraiment. Et on s'est arrêté pour se dire, mais est-ce que l'idée, c'est de demander aux journalistes de revenir sur cette promesse initiale, ou est-ce que le sujet, c'est pas justement que la promesse a changé, parce que la population a changé, la jeunesse a changé. Donc c'est un peu des deux. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a une vraie impulsion qui vient des journalistes. Et le journaliste, vous savez, dans un média, c'est vraiment le cœur du réacteur, et on ne peut rien faire sans nos journalistes. Et on essaye d'alimenter avec des partenariats, avec des collaborations comme celle qu'on a avec Change Now sur ce classement, et peut-être d'aller plus loin sur certaines choses, de sortir du purement éditorial parfois, pour les accompagner et enrichir leur contenu. D'accord, merci beaucoup. Et pour revenir sur le classement, très concrètement, si on a des personnes qui nous regardent et qui veulent savoir comment participer, comment ça marche? Alors, le classement, lui, a été lancé, c'est-à-dire que tous les questionnaires ont été envoyés aux écoles. Il est disponible toujours en ligne sur changenow.world/classement. Et il y a une date butoir pour les réponses, qui est le 11 juin. C'est bientôt. C'est demain. C'est bientôt. C'est bientôt. Merci déjà d'ailleurs à toutes les écoles qui sont dans le process là, pour nous répondre. Et voilà, et donc les résultats sont prévus à la rentrée. Après justement toute l'étape de vérification et d'audit avec Deloitte, et tout le côté plus de recherche et éditorial autour de toute cette promesse qu'est le classement. Et donc la sortie le 25 octobre. Ok, merci. La première édition. Change Now, c'est en anglais. L'événement est international. Est-ce qu'il y a une ambition internationale derrière ce classement? Je dirais oui. En soi, on a besoin de changer les choses, pas seulement en France. Il faut vraiment qu'on le fasse partout. Donc là, voilà, cette première édition du classement a la volonté de déjà vraiment bien le faire en France. Et une fois que ce sera complètement on va dire, installé, mais je pense qu'on va aller très vite vers l'international, parce que je pense que c'est un projet où on sent énormément de soutien, une vraie belle portée. On a déjà même des contacts de l'international pour savoir quand est-ce que ça va, par exemple, sur le UK. Donc voilà, donc il y a des discussions dans ce sens-là. Oui. Spoiler. Pour terminer notre tour de table, j'aimerais savoir si vous souhaitiez partager un message ou un conseil à ces jeunes talents qui nous regardent, qui sont en train de construire leur carrière engagée, en train de se poser des questions, en train de chercher des outils. Rita, est-ce que vous voulez commencer? Alors, avec plaisir, mais ça va être terriblement cliché, mais je suis quand même assez convaincue par ce que je vais dire. Je pense qu'on ne répétera jamais assez qu'il n'y a pas une seule voie. Il y a vraiment plusieurs voies. Après, ce qui est aussi vrai, c'est que pour réussir à voir ces chemins un peu alternatifs, il faut être à l'écoute, il faut savoir s'ouvrir aux opportunités, il faut savoir s'informer, il faut être vraiment proactif. Bon, après, il y a des médias qui peuvent donner un coup de main, évidemment. Mais globalement, je pense vraiment qu'il faut être proactif si on veut un peu tracer son chemin et s'entourer, essayer de s'outiller et de chercher justement tous les organismes, toutes les initiatives qui peuvent donner un coup de main. Et il y en a beaucoup. Donc, il faut soyez proactif et vous trouverez la solution. Merci beaucoup, Catherine.
Moi, un conseil peut-être pour résumer, ce serait de dire ayez confiance et ayez confiance aussi dans tous les acteurs. Vraiment, je pense que ce débat d'idées et ce qu'on a pu vivre là pendant ces 2 jours, 3e journée aujourd'hui avec Changena, c'est ça, c'est de partager, c'est de connecter, d'opposer nos idées certes, mais pas d'opposer les générations ou les acteurs. C'est-à-dire n'opposons pas les étudiants, les écoles, les entreprises, les politiques, les médias, c'est pas du tout l'enjeu. C'est qu'au contraire, ensemble, je pense, on peut non pas subir ces transformations, mais être à l'initiation de ces vraiment bouleversements et préparer pour ces nouvelles générations le monde de demain et surtout les préparer au métier de demain. Merci beaucoup. Santiago, un dernier mot pour la jeunesse? Moi, le retour que j'ai, la question que je reçois souvent, c'est la question de mais dans quelle cause m'engager? Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a parfois aussi un peu d'anxiété par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y a tellement de problèmes et tellement de choses à faire que dans quoi je m'engage? Et en fait, ça crée un peu de stress. Et la réponse que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est qu'en fait, déjà, en effet, si on cherche une certitude tout de suite, la certitude, on ne la trouve pas comme ça, elle nous tombe dessus à un moment. Voilà. Donc il faut, en fait, en attendant que cette certitude arrive, surtout explorer, continuer à apprendre, continuer à tester des choses, parce que c'est aussi par ces multiplicités d'expériences qu'on se forme pour être vraiment bien lorsque la certitude apparaît, on se dit c'est là qu'il faut que j'aille, et donc on est prêt pour ce rendez-vous. Et donc voilà, il faut se préparer pour ce rendez-vous avec sa mission lorsqu'elle apparaît. En fait. Avec son destin. Elle peut évoluer cette mission, bien sûr, au fil du temps. Merci beaucoup à tous les 3. On a hâte d'avoir les résultats de ce classement. Et puis, je vous invite à passer à la suite de notre session. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et pour terminer cette session sur comment construire sa carrière dans l'impact, je vous propose d'accueillir 2 invités exceptionnels au parcours très inspirant, 2 sportifs de haut niveau, Malia Metella et Théo Curin, qui sont nageurs professionnels et qui, des bassins à l'eau libre, de longueur en discussion, ont au fur et à mesure de leur pratique sportive et de leur vie de citoyens et de professionnels intégré les enjeux de la transition écologique dans la manière dont ils conçoivent leur rôle dans la société. L'objectif de cette discussion, c'est de comprendre qu'on peut avancer graduellement sur ces sujets-là et qu'on est tous et toutes en chemin sur ce sujet. Pour ça, je propose de commencer par une petite question pour vous, Théo, et de demander, en parlant de chemin, si on revient carrément sur les bancs du bac, c'était il y a 2, 3, 4 ans, à ce moment-là, quel était votre rapport à l'écologie et quels étaient les plans ? Il y a encore 2-3 ans, ouais, c'est vrai que j'étais encore dans les bassins olympiques et paralympiques, je faisais des compétitions internationales, mais c'est vrai que je n'étais pas encore très attaché au côté environnemental, à part faire le tri chez mes parents, c'est tout ce que je faisais, quoi. Donc non, c'est vrai que je n'étais pas du tout attaché à ça à l'époque. Ok, merci beaucoup. Malia, de votre côté, pareillement, on revient, vous êtes sport-études en terminale. Est-ce que les enjeux de l'écologie sont quelque chose qui vous touche ? Elle ne me touchait pas comme elle me touche maintenant. Elle me touchait parce que je viens de Guyane, donc on est très touchés, que ce soit par l'orpaillage et par la pollution de la mangrove. Donc j'étais très investie en Guyane auprès des jeunes, dans les collèges, dans les écoles primaires. Mais je n'allais pas au-delà jusqu'à trier mes ordures, trier le plastique, trier... Non, mais c'est vrai que depuis les défis, on en parle beaucoup plus et on est beaucoup plus actifs. Alors, avant d'expliquer un petit peu plus précisément qu'est-ce que c'est que ce défi Titicaca, dont on aura la chance d'en savoir plus pendant la discussion, j'aimerais bien revenir justement sur vos déclics. Et on en parlait tout à l'heure, Malia. Un de vos déclics, c'est de sortir du bassin et d'aller nager en eau libre. Pourquoi, quand et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, Malia ? Sortir du bassin, c'est lui qui m'a fait sortir du bassin. Ça faisait 11 ans que je ne remettais plus les pieds dans l'eau. Et c'est aussi pour ça que j'ai dit oui, parce qu'il y avait plein de valeurs qui allaient avec ce défi. Sortir de ma zone de confort, donc sortir du bassin, aller sur le côté, sur l'écologie, parce que tout ce qu'on met en place sur ce défi, c'est de traverser, on parle de éco-responsable. Et quand je m'entraîne, c'est différent. C'est différent. On a notre gourde en métal ou notre gourde Titicaca éco-responsable.
Quand on s'entraîne en eau vive, ben, l'entraîneur fait le geste de ramasser les plastiques, les bouteilles qui traînent dans la rivière, en même temps que nous, on s'entraîne dans le lac. Donc, il y a plein de choses qui se sont mises en place et ça, j'adore parce que j'ai un autre regard et on peut le dire, on peut en parler aux personnes qui nous entourent et nous dire, ben, voilà, on fait un défi, mais il n'y a pas que ça à travers ce défi. On fait des gestes et j'espère que vous aussi, vous allez le faire. Vous allez changer vos habitudes juste au premier. Il faut faire étape par étape, ne pas aller sur des travers, étape par étape. Et j'espère que vous allez le faire aussi. Si ce défi vous parle, faites le geste aussi. Merci beaucoup. Théo, pareillement, j'imagine qu'il y a eu des petits déclics. On n'est pas non plus revenu sur les nombreuses casquettes que tu as. Tu n'es pas seulement nageur. Est-ce que tu veux nous rappeler d'ailleurs toutes les casquettes ou quelques-unes des casquettes que tu as? Et puis ensuite, on pourra discuter des petits déclics. Ouais, c'est vrai, j'ai la chance de faire pas mal de choses aujourd'hui. Voilà, j'ai pas la grossesse ou quoi, c'est juste, je me sens même privilégié dans tout ce que je fais. J'ai 21 ans et à 21 ans de pouvoir faire toutes ces choses-là, je me sens privilégié à 100 000%. Donc je fais un petit peu de télé en tant que chroniqueur, aussi chroniqueur à la radio et aussi comédien dans la série Vestiaire. Je passe actuellement aussi des castings pour d'autres projets. Puis à côté de ça aussi, je suis devenu ambassadeur d'une grande marque de cosmétiques en tant qu'égérie. Donc ouais, je m'amuse beaucoup dans différents domaines. J'ai un peu la bougeotte, donc ça tombe bien. Ouais. Et sur ce rôle d'égérie, je pense que c'est lui qui t'a permis d'aller nager, faire de l'apnée, notamment avec Guillaume Néry, qui était présent l'année dernière à Change Now, apnéiste. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu t'es retrouvé dans l'eau comme ça en apnée? Ça a été un de mes plus gros déclics en fait sur le côté environnemental et sur l'écologie au sens large grâce à cette plongée avec Guillaume. En fait, on tournait une pub. Donc quand on tourne une pub, généralement c'est dans des très jolis endroits. Là, c'était aussi le cas. On était en plein océan, c'était incroyable, tout était magnifique. Il y avait des espèces marines incroyables. Et en fait, quand Guillaume et moi on plonge, donc lui en apnée et moi avec 2 bouteilles dans le dos, c'est complètement fou parce que je suis émerveillé déjà. Parce que c'est la première fois que je plonge. Ouais. Donc, plonger pour la première fois avec Guillaume Néry, c'est quand même pas dégueu. Ouais. Hein. Et en plus de ça, voilà, c'est vraiment hyper impressionnant parce que je connais pas. Et à la fin, quand on descend vraiment en profondeur, là c'est le déclic, quoi. Parce que je suis triste de ce que je suis en train de découvrir. On est dans un endroit incroyable. Pour autant, il y a des bouteilles d'eau en plastique, il y a des bidons. Il y avait même un enjoliveur de voiture. Ne me demandez pas pourquoi il y avait un enjoliveur à cet endroit-là. Donc c'était vraiment, mais même limite traumatisant pour moi. Et à partir de là, j'ai plus du tout eu le même regard sur l'environnement et sur l'écologie. Cette plongée a vraiment changé mon regard à tout jamais, quoi. Et à partir de là, j'ai eu envie de m'intéresser un petit peu à ce côté environnemental. Et un jour, voilà, je me lance un défi et je me dis, pourquoi pas en parler justement de l'écologie. Bon, ce défi, depuis tout à l'heure, on en parle, on le tease. Est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu ce que c'est que ce défi? Exactement. Alors le défi, en fait, c'est traverser le lac navigable le plus haut du monde à la nage. Alors moi, j'avais pas envie de partir dans un défi aussi fou tout seul. Voilà, j'avais envie d'embarquer des gens avec moi. Malia a accepté immédiatement quand je lui ai proposé cette traversée. Alors il faut savoir que cette traversée, c'est 122 km de nage dans de l'eau à 10 degrés et à 3800 mètres d'altitude. Et le lac Titicaca, malheureusement, c'est un lac qui est de plus en plus pollué, justement avec du plastique, avec toutes sortes de choses. Et du coup, la population locale en souffre de plus en plus. Et un jour, on me demande de faire une conférence TED. Et le monsieur qui déjeune avec moi pour préparer cette conférence se présente. Il me dit moi c'est Mathieu Wittvoet, j'ai déjà traversé le détroit de Gibraltar à la nage, je suis éco-aventurier, j'ai fait le tour du monde à vélo pour faire un travail de prévention justement sur le côté environnemental. Je lui ai dit écoute, on va parler de la conférence un petit peu plus tard, j'ai quelque chose à te proposer. Et du coup je lui ai proposé de partir avec moi sur cette aventure parce qu'en plus de ses compétences physiques et de ses capacités physiques incroyables, il nous rapporte des connaissances sur l'écologie qu'on n'a pas, Malia et moi, même si on s'y intéresse de plus en plus, on est vraiment novice dans ce domaine. Mathieu, c'est un peu l'intello du groupe dans tous les domaines, mais encore plus sur l'écologie. Et du coup, on apprend énormément de choses tous les jours. Et ça nous change encore une fois notre regard sur ça. Ouais. Parmi les choses que vous avez appris, par exemple, Malia, en termes d'éco-responsabilité et d'engagement, qu'est-ce que ce défi vous a appris de plus grand ?
de plus grand, avoir l'œil, maintenant j'ai un peu plus l'œil sur tout ce qui m'entoure au niveau pollution. En ce moment, c'est les masques. À chaque fois, maintenant, quand on sort des confinements, on marche et quand on va à l'entraînement, moi je vais en transport et je vois des masques partout par terre. Ouais. Et ça j'ai mal au cœur. À chaque fois, je me dis, est-ce qu'il faut que je me promène tous les jours avec un sac et je dois ramasser les sacs, les masques à chaque fois et en plus, on doit pas, normalement, ces masques chirurgicaux, ces masques, on ne doit pas les jeter dans n'importe quelle poubelle. Et en fait, c'est ce qui me touche de plus en plus. Et je me dis qu'il faudrait changer, faire un geste. Déjà, j'ai commencé à faire le tri, à apprendre à faire le tri. Et comme disait Théo, Mathieu nous a appris beaucoup de choses sur les logos. Les différents logos qu'on peut trouver sur les paquets d'emballage et tout ça. Donc, on fait un peu plus attention. On avait des mauvais gestes dans les mauvaises poubelles. Comment on fait et tout ça, je pense que j'ai envie d'en peu plus en parler autour de moi, que ce soit à la famille et les amis, et je veux qu'ils le fassent. Pas seulement en parler, mais je veux qu'ils le fassent et que ça leur dit, oui, c'est vrai, j'ai vu et que j'ai envie de le faire. Parce que j'ai pas envie de voir notre planète non plus aussi polluée et laisser ça à mes enfants et à mes petits-enfants derrière. Bien sûr. Comment est-ce qu'on fait, Théo, une traversée éco-responsable ? Et bien justement, on pense à tout. On essaye de penser à tout. On essaye de calculer tout. En fait, c'est un travail incroyable que l'équipe des Fétiches Caca met en place tous les jours, justement, sous les conseils de Mathieu. Donc ça va de la conception du radeau qu'on va tracter à la nage la journée. L'idée, c'est qu'on tracte un radeau à la nage la journée et que la nuit, on dorme à l'intérieur. Il y a nos provisions, il y a tout dedans pour les 10 jours de traversée. Et du coup, par exemple, c'est avoir un radeau avec que des matériaux recyclables ou recyclés. On a récupéré des matériaux d'anciennes embarcations, etc. La nourriture, on va manger de la nourriture lyophilisée. La nourriture lyophilisée, normalement, c'est dans des sachets en plastique. Ouais. Et nous, notre idée, c'est que, limite, à la fin de notre traversée, on est zéro déchet à jeter dans la poubelle. Donc, en fait, on va avoir de la nourriture lyophilisée, mais en vrac. Conçu et réalisé par un chef qui s'appelle Juan Arbelaez. Donc c'est que des petites choses comme ça qu'on est en train d'imaginer et en train de réaliser parce que le radeau est presque fini, là c'est complètement dingue. Mais c'est vrai que c'est un gros travail, ça nous a pris vraiment la tête et Mathieu il nous laisse aucun répit sur ce côté-là. Et on a eu aussi le réflexe de dire, en réfléchissant à tous les trois, qu'on ne voulait pas de bateau de sécurité parce que ça sortait du contexte éco-responsable, que ça allait polluer et que ce n'était pas le message qu'on voulait. Donc on a dit on veut vraiment totale autonomie, qu'il n'y a personne. Et s'il y a un souci, qu'on puisse se donner les premiers secours, Théo, Mathieu et moi, si je dois le faire aux garçons. Et que le temps que vous arriviez, que je fasse les premiers secours ou voilà. Bizarrement, ils ne veulent pas que je fasse les points de suture. Par contre, je ne comprends pas. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, non, on ne va pas te laisser. On se débrouillera. Une autre petite question, parce que du coup, là, on vous écoute et on a l'impression que ça se passe bien. Qu'est-ce qui est dur à la fois sur la partie sportive, mais aussi sur cette partie éco-responsabilité. Est-ce que vous voyez ça comme une contrainte ? Pas du tout. Tout le côté éco-responsable, au contraire. Nous, c'est vraiment ce qu'on a envie de passer comme message, se dire, et nous, on a dit à Théo, tu veux lancer d'autres défis ? Je pense que c'est le message que tu peux faire passer, dire d'autres défis, mais que éco-responsables. Et ça on n'entendait jamais ça avant. Et non, le côté éco-responsable, non, c'est vraiment le côté sportif ou le fait d'être à 3800 mètres d'altitude qui était le plus dur. Mais sinon, le côté éco-responsable, au contraire, pour nous, c'était une nouvelle expérience et c'est génial. C'est une nouvelle expérience, mais c'est vrai que c'était quand même assez complexe pour nous tous de s'y faire. Parce que non, on doit vraiment penser à tout. Ça complexifie un petit peu la chose quand même. La nourriture lyophilisée, c'est vrai que ça aurait été quand même plus simple pour nous d'emmener, 50 ou 40 trucs de nourriture lyophilisée. Donc là, il a fallu réfléchir différemment. L'eau, on va devoir la filtrer, la faire bouillir. Donc c'est une perte d'énergie pour nous aussi et logistique, mais importante. Mais justement, je trouve que ça nous fait travailler différemment. Ça nous fait sortir, comme Malia l'a dit tout à l'heure, de notre zone de confort. C'est hyper important et intéressant pour tous, même si parfois on s'arrache un petit peu les cheveux. Comment est-ce que vos proches ont accueilli ce nouveau défi et surtout sur cette partie écologie ? Est-ce qu'ils vous ont trouvé un peu fou ?
Moi, déjà, quand j'ai commencé à parler à mes parents de ce défi, ils étaient fiers ils flippaient un petit peu parce qu'il y a quand même quelques risques sur ces traversées. Mais ma maman est très fière justement sur ce côté environnemental, parce que ma maman m'a toujours poussé quand même dès mon plus jeune âge à trier, à faire tout ça. Donc non, je pense que c'est même de la fierté pour eux, justement ce côté-là. Et pareil, Malia, de votre côté, vous essayez du coup de faire partager ça à votre famille et comment ils le reçoivent? Différemment, moi, parce que je crois qu'elle ne se rend pas compte. J'en ai parlé à ma mère et elle le sait. J'en ai parlé tardivement parce qu'on m'avait dit « Malia, il faut dire à personne et à personne ». Et j'ai attendu jusqu'à la grande conférence de presse pour lui en parler. Et je crois que ma mère, elle a été tellement focalisée sur la carrière, sur le côté sport, il faut gagner, il faut être champion, il faut arriver premier. En fait, c'est le côté traverser, fais-toi plaisir, entraîne-toi, oui, j'ai vu Théo, c'est bien, continue. En fait, elle n'a pas encore cette vision de côté éco-responsable et de défi. Donc j'essaye de lui en parler à chaque fois que je la vois pour lui faire comprendre que y a un côté éco-responsable, on fait moins de déchets. Et ça, c'est pas encore totalement passé encore dans la famille, mais j'y travaille en tout cas. Et justement, je trouve que c'est hyper représentatif de la société en fait, parce qu'on n'est pas encore tous hyper intéressés et touchés par ce côté-là. Mais je pense qu'on en a tous la capacité. C'est grâce peut-être à ce genre de défi auquel on est en train de s'entraîner, qu'on va peut-être pouvoir faire bouger les choses et envoyer un message aux gens du monde entier. Donc c'est cool, ouais. Complètement. Et pour rester sur ce sujet carrière sportive, etc., est-ce que vous pensez, par exemple, Malia, que les sportifs ou l'industrie sportive peut jouer un rôle dans ces messages d'écologie? Oui, on en parlait tout à l'heure. Je pense que c'est un premier pas à pouvoir lancer. Ils sont tous dans le côté marketing où les marques font des efforts sur les tenues qu'ils vendent dans les grandes distributions. Oui, on fait des t-shirts en bambou, des baskets en plastique recyclé. Mais vous ne le faites pas quand vous équipez des clubs sportifs ou des fédérations d'équipe de France. On a tous des tissus qui viennent de l'autre côté du monde et ce côté éco-responsable n'y est pas du tout encore. Et je pense que c'est un message à lancer. Pourquoi pas? Ce serait bien qu'il y ait une équipe de France olympique et paralympique qui disent tous nos vêtements, c'est éco-responsable. Du plastique recyclé, du bambou, regardez, voilà. Et en plus, après, ça va être utilisé, ça, on va pas le jeter ou on va le donner, on va faire quelque chose. Ça, on n'a pas encore le message, mais j'espère que ça arrive. Et au-delà de l'industrie, est-ce que le rôle du sportif, Théo, vous pensez, peut faire partie de ses missions de sensibiliser sur ces sujets-là? Je pense sportif et même tout citoyen en fait. Je pense qu'on a tous la capacité et la possibilité de véhiculer ce message-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui les sportifs ont souvent une communauté, des gens qui les suivent au quotidien. Donc non, je pense qu'on a vraiment un enjeu important à mettre en place. Aussi on a les réseaux sociaux qui est un outil incroyable. Donc il faut utiliser tout ce qu'on a à portée de main, sans mauvais jeu de mots, pour faire passer ce message auprès du plus grand nombre. Est-ce que ce sont des choses que vous faites personnellement auprès de votre communauté, par exemple? Oui, de plus en plus. Justement, grâce à Mathieu aussi, on a lancé justement nos gourdes Titi Caca. Donc, dès que je voyage, j'ai toujours ma gourde avec moi. Ça, c'est un réflexe que je n'avais pas quand je vais à la gare. Quand j'allais à la gare, j'achetais des bouteilles d'eau, des choses comme ça. Aujourd'hui, non, j'ai ma gourde, je vais la remplir. Mathieu essaye de ne me plus faire manger de viande. Là, on est encore sur un gros travail sur moi-même. Mais on va peut-être y arriver un jour. En tout cas, j'y travaille. Mais voilà, je pense que c'est un travail à faire sur soi-même qui peut prendre du temps. Mais je pense qu'on peut tous y arriver, ouais. On a commencé cette session, cette discussion en repartant sur les bancs du bac. J'aimerais y revenir pour la fin de notre discussion. Malia, si vous pouviez aller voir la Malia de 18 ans, quel serait le conseil que vous lui donneriez? Regarde plus ce qui t'entoure et ton environnement. Merci beaucoup. Théo, si vous alliez voir le Théo qui a 18 ans, qu'est-ce que vous lui diriez? Mange plus de viande.
Fais attention, n'achète plus de bouteilles en plastique. Non, c'est vrai, comme a dit Maya, fais attention en fait à ce qui t'entoure. On voit des choses tous les jours en fait qui pourraient nous dégoûter et finalement, je trouve on vit tellement à 100 à l'heure en ce moment qu'on prend pas la peine de se dire ah ouais non mais là c'est pas normal de voir une canette ou un masque là à cet endroit-là. Ouais. Donc non, c'est de faire plus attention à ce qui nous entoure et de mettre en place certaines choses. Donc ouais Théo, purée, t'as des gens qui te suivent sur Instagram, mais pourquoi pas faire une petite story en leur disant regardez ce que j'ai trouvé par terre. Enfin, ayez le réflexe de le ramasser ou de défoncer le mec qui vient de jeter son mégot devant vous. Enfin, pas le défoncer, non, lui gentiment lui dire c'est pas bien ce que tu fais. Non, mais voilà, de prendre le temps de voir ce qui nous entoure et de mettre en place des choses pour pallier à ça. Ouais. Merci beaucoup. Un dernier peut-être conseil aux jeunes et aux personnes, aux talents qui nous regardent sur ce sujet de construire sa carrière. Vous avez dit pendant cette session qu'on pouvait chacun avancer à son rythme et je pense faire preuve d'humilité et de bienveillance envers soi-même parce que comme vous le disiez, Malia, au départ, tout changer d'un coup, c'est peut-être parfois un peu trop radical et voire même contre-productif. Quel conseil voudriez-vous donner aux talents qui nous regardent quant à leur engagement de manière audacieuse, peut-être aussi en tant que sportif de haut niveau Théo, pour commencer ? Ben en fait, c'est comme tout. Enfin, moi, encore une fois, hein, le côté environnemental, je ne connais pas encore à 100 000 %. Mais moi, là, ce que je pense tout de suite, c'est les objectifs auxquels on s'est lancé dans le sport, Malia et moi. Et on ne s'est pas donné comme objectif du jour au lendemain de devenir champion olympique ou de se lancer le défi de traverser le lac Titicaca. Ça s'est fait progressivement. Et puis, pour arriver à ça, il y a eu tout un tas d'entraînements. Donc, je trouve que c'est pareil, en fait. Donc, ce n'est pas se frustrer, y aller progressivement. Et je trouve que ça, c'est se donner les moyens d'y arriver un jour. Mais vraiment, y aller progressivement, ne pas frustrer, je pense que c'est la clé. Ouais. Merci Théo. Malia, un petit mot, un petit conseil du coup Avoir confiance. Confiance en soi, c'est important. Et ne pas perdre d'objectif sur les opportunités qui nous entourent. Ça, c'est important parce que je vois en ce moment les jeunes où ils sont vachement focalisés sur les trucs de jeunes. Que les trucs de jeunes. Et alors que tout ce qui nous entoure, il n'y a pas que ça. Il y a des choses qui peuvent vous intéresser, qui touchent peut-être les personnes adultes, mais on ne sait jamais. Pour grandir et pour avoir un peu plus de maturité, je pense que c'est important de regarder ce qui nous entoure pour pouvoir avoir plus d'opportunités plus tard. Merci beaucoup à tous les deux. Pour bien suivre le défi Titicaca, est-ce que vous pouvez nous rappeler les dates ? Évidemment, donc on va partir dans 5 mois. Donc la traversée aura lieu dès le mois de novembre, le 2 ou 3, 4, 5, bon, enfin début novembre. Et les gens peuvent nous suivre sur le compte Défi Titicaca sur Instagram et sur Facebook. Et on peut suivre justement les backstage de notre préparation. Et il y aura toutes les informations pendant la traversée sur ces réseaux sociaux. Merci beaucoup à tous les deux. Donc, on vous invite à suivre le défi Titicaca sur Instagram et sur les réseaux sociaux et à prendre en compte ce sujet de la gradualité de votre engagement et de chacun son rythme. C'est déjà la fin de cette session et je pense qu'on peut conclure sur un message, c'est possible. Plusieurs conseils nous ont été donnés pendant cette discussion. La première, peut-être, c'est s'entourer. Le deuxième, s'écouter. Et surtout, se rendre compte vraiment que son métier peut être un vrai vecteur d'action pour la transition écologique, mais que les choses peuvent se faire à son rythme. Merci beaucoup et à très vite.